Alors, je vois tout le monde se connecter. Voilà. Est-ce que tout le monde m'entend? Ah, pourquoi elle est en… Alors, est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui. Oui, moi je vous entends. Comment j'ai… Alors, je vais vous mettre tous en muet pour qu'il n'y ait pas de bruit. Ok, merci. Hop. Donc, c'est bon. Monsieur Métivier, vous m'entendez? Oui, je vous entends, Lothar. Ok, donc là, normalement, c'est bon. J'admets les 3 personnes là. Allons-y. Bon, alors on va commencer alors et puis on admettra les gens au fur et à mesure. Hop. Alors, eh bien, bonjour à toutes et à tous et puis bienvenue à nouveau à l'Institut Confucius de Neoma Business School. Donc, je vous remercie de nous rejoindre pour cette 3e rencontre sur le thème de l'économie chinoise à l'heure du coronavirus et les perspectives pour les entreprises européennes. Lors de nos sessions précédentes, nous avons d'abord commencé par dresser un bilan global de l'économie chinoise à l'heure du coronavirus avec M. Jean-François Dufour, spécialiste de l'économie chinoise. Ensuite, pour la 2e session, nous avons invité le directeur des ventes de Boisset, la famille des grands vins, M. Charles Carrard, à partager son expérience sur le terrain et échanger sur les tendances post-Covid qui se dessinent en Chine pour la filière du vin français. Donc, les vidéos de ces 2 sessions sont accessibles en ligne en allant directement, soit en allant directement sur notre chaîne YouTube Neoma Confucius ou en cliquant sur les liens que je vous ai partagés tout à l'heure dans le chat. Alors aujourd'hui, nous abordons un secteur tout à fait différent puisque nous allons parler de la filière du lin français qui entretient des liens étroits avec la Chine, puisqu'une large partie de la production de fibres de lin est exportée vers la Chine. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir ce matin M. Bertrand Métivier, Export Manager chez Terre de Lin, Texnor, qui travaille depuis longtemps avec des partenaires chinois et qui a accepté de venir nous présenter son secteur d'activité. Faire un retour sur l'impact de la crise sanitaire sur les activités de son entreprise en Chine et nous parler des perspectives pour le secteur à court et moyen terme. Donc, avant de commencer la présentation et de laisser la parole à Monsieur Métivier, je vais simplement rappeler quelques éléments pratiques pour le bon déroulement de la session. Donc, l'objectif, je précise, de ce cycle de conférences est vraiment d'échanger. Donc, vous aurez la possibilité de poser des questions au fil de la présentation de M. Métivier si vous le souhaitez. Et nous gardons un temps de questions-réponses en fin de présentation. Donc, je vous invite vivement à intervenir en live et demander la parole en allant avec la fonction lever la main du logiciel Zoom. Voilà, il vous suffit de cliquer sur l'onglet participant dans la barre qui est au bas de la fenêtre de Zoom, puis de cliquer sur la petite main bleue qui s'affiche. Vous pouvez également, bien sûr, poser vos questions sur le chat. Voilà, je pense donc que nous pouvons commencer. Monsieur Métivier, je vais vous laisser la parole et vous laisser vous présenter et présenter les activités de votre entreprise. C'est à vous. Merci Lothar. Donc, je me présente, je suis Bertrand Métivier, donc je suis responsable commercial au sein de Texnor. Texnor qui est la filiale de commercialisation de Terre de Lin coopérative agricole. Je fais ce métier depuis 26 ans et en relation avec la Chine depuis quasiment 10 ans. Dès mes débuts, on a commencé à défricher le marché chinois. Donc, je tenais à remercier Neoma Business School et l'Institut Confucius de nous permettre de nous exprimer pour expliquer la situation du lin, ce qu'on était avant, ce qu'on était avant et ce qu'on est depuis cette crise sanitaire puis économique
liées au Covid-19. Donc, Lota, si vous voulez, vous pouvez passer à la slide suivante. Oui, alors attendez, parce que… Oui, attendez, petite seconde. Est-ce que vous m'entendez? C'est parce que j'ai eu une coupure, moi, il y a un instant, mais… Oui. Ok, super. Donc, on va vous présenter dans un premier temps qui nous sommes. Ensuite, on fera une petite aparté sur le marché du lin, quels sont nos marchés, tant en termes de fibres, c'est-à-dire ce que nous faisons, et on essaiera d'aller voir un petit peu plus dans la filière. Qu'est-ce que le Covid-19 a eu pour nous comme impact et quelles sont nos perspectives à l'avenir, parce qu'on pense quand même qu'on a beaucoup d'atouts pour faire face justement à cette crise. Slide suivante. Oui. Donc voilà, on va présenter. Alors, qui nous sommes? Alors, Terre de Lin est une coopérative agricole. On est environ 300 salariés. Donc, notre activité principale, donc une coopérative agricole, c'est une entreprise qui est détenue par les agriculteurs. Les agriculteurs, ça date des années 50. Les agriculteurs, avant, ils vendaient à des entreprises, souvent de Belgique, à des négoces belges qui achetaient la paille. Ils ont décidé de s'organiser et ils ont créé des coopératives. Donc, la première coopérative a été créée dans les années 50. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Quel est notre métier de base? Notre métier de base, c'est le taillage de lin. C'est quoi le taillage de lin? C'est l'extraction de la fibre. Donc, l'objectif, les producteurs font pousser la paille que vous pouvez voir dans les champs et nous, on extrait la fibre. Donc, ça, c'est notre métier de base, c'est le taillage. On fait également tout ce qui est production de semences. Nous sommes obtenteurs, c'est-à-dire qu'on crée les variétés de demain. Donc, on fait de la recherche génétique pour pouvoir avoir des variétés qui sont de plus en plus performantes, soit en termes de rendement qu'en termes également de résistance aux diverses maladies. Et on est également vendeur de ces semences sur le marché. On vend à toutes les coopératives de France et ouest européennes qui sont essentiellement en Belgique et en Hollande. On a également une activité de peignage. Alors là, l'activité de peignage, on rentre déjà dans une première transformation de la fibre qui normalement est faite chez nos clients qui sont les filateurs. Et nous, sur le marché européen, on a décidé d'aller un petit peu plus en avant dans le process de production afin de sélectionner pour nos clients les meilleures fibres pour les marchés les plus difficiles en termes de qualité, qui sont les marchés européens. Donc, je vous ai parlé de la recherche variétale, c'est ce qu'on fait au niveau des semences. Et dans les années 80, la coopérative, considérant qu'elle ne pouvait plus se contenter de vendre ses fibres via des négoces, a décidé d'acquérir un négoce de fibres qui s'appelait à l'époque Texnor, qui était une entreprise du Nord, qui était spécialisée dans le négoce de lin. Et donc, fin des années 80, la coopérative Terre de Lin a acquis Texnor pour avoir une vue sur ses débouchés, pour connaître quels étaient ses débouchés et pour permettre une valorisation maximum des fibres pour ses adhérents. Slide suivante, Lothar. Alors, Terre de Lin tout seul, c'est environ 18 000 hectares. Il faut savoir qu'en France, il y a environ une centaine de milliers, un petit peu plus de 100 000 hectares de semés. Et face à nos clients qui étaient de plus en plus gros, on s'est dit, même avec 15% du marché de la production française, ce n'est pas suffisant. Donc en 2006, avec deux autres coopératives
du secteur de la Normandie, on a décidé de s'associer pour créer Comme l'Ain. Donc, Terre de l'Ain, la plus grosse des 3 partenaires, avec Agilin, qui se situe en Seine-Maritime, le Neubourg, la COP du Neubourg, qui se situe dans l'Eure. On a décidé de créer Comme l'Ain pour avoir un poids plus important sur le marché. Cette entité, Comme l'Ain, ça représente par rapport à la production française 30% des surfaces. Donc, avec une production de l'ordre de 40 à 50 000 tonnes par an, évidemment, ça de la production dépend des rendements et de la récolte. Donc, 40 à 50 000 tonnes, il faut savoir qu'il se vend par an environ 150 000 tonnes de lin ouest européen, ce qui nous permet d'être environ à 30% de part de marché de production, ce qui commence à être relativement important pour pouvoir peser sur les marchés et pour pouvoir avoir une certaine influence sur nos clients et sur le marché du lin. Vous pouvez passer à la slide suivante, Lotta. Sauf s'il y a des questions, évidemment, je serai. S'il y a des questions sur la production, qu'est-ce que c'est. Si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas à me couper. Alors, Texnor, essentiellement en Chine. On fait 80% de notre chiffre d'affaires sur le marché chinois. Et on a un taux de pénétration de l'ordre de 1/4. On a un petit quart de pénétration. Il se vend environ 130 000 tonnes de lin en Chine par an. Et nous, on fait entre 30 et 35 000 tonnes, ce qui fait un petit quart. Ah, non. Non, si, c'est bon, en arrière. Donc, hop, en arrière. Voilà, on peut revenir sur cette slide-là. Donc, on a des clients en Chine depuis des années et notre part a eu plutôt tendance à augmenter du fait qu'on s'est regroupé avec d'autres coopératives, donc on a eu une offre plus importante à vendre, donc forcément, on a eu un poids plus important sur le marché, mais également du fait qu'on travaille avec la Chine depuis maintenant plus de 20 ans et on tisse des liens assez forts pour pouvoir consolider ces parts de marché. Vous pouvez passer la slide suivante, Lotta. Je voulais poser une question aussi. Alors, si les parts, vos ventes en Chine représentent 23% du volume. Voilà, les 77% restants, c'est du lin de quelle provenance? Alors là, je parle de la part de marché du lin ouest européen. Donc les 77 autres pourcents, ce sont ou quelques entreprises comme nous du système coopératif ou du système privé qui se sont organisées avec leur propre structure de vente. Donc dans les 77%, à mon avis, ça représente une moitié. Et l'autre moitié des 77%, ce sont des négoces de fibres. D'accord. Qui achètent dans les coopératives ou dans les teillages industriels privés et qui revendent ça après chez nos clients. Ces structures de négoce sont essentiellement belges. D'accord. Et néerlandaises, mais c'est surtout en Belgique. Les Belges sont des très grands commerçants, qui sont un petit pays, mais très tournés vers l'export, et ce sont de très grands commerçants et des gens qui ont roulé leur bosse dans le monde entier depuis des décennies. Et donc, c'est eux qui font une partie du commerce via le négoce. D'accord. Merci. Slide suivante, donc. S'il vous plaît. Alors ça, c'est ce qui nous permet de voir l'évolution de nos clients. Alors nous, nos clients, on est producteurs de fibres. Nos clients, ce sont les filateurs, c'est-à-dire ceux qui vont faire le fil de lin. Et donc ça, c'est l'évolution, ce tableau, c'est l'évolution de la capacité de transformation de la fibre en fil en Chine. Donc on voit bien
que depuis 2008, on a une progression constante de la broche de lin. La broche de lin, c'est ce qui détermine la capacité de production de fil de la filature. C'est le goulot d'étranglement. Donc, c'est grâce à ça qu'on détermine la capacité de production d'une filature. Donc, on voit bien que sur ce graphique, qu'on a une progression constante depuis 2008 des capacités de filature en Chine. Donc, nous sommes un marché en progression constante et on voit juste un petit déclin en 2012. La raison, elle n'était pas liée au marché ni à l'activité en Chine. La raison était liée, c'est qu'en 2011, on a eu une très mauvaise récolte et donc en 2012, nous n'avons pas su alimenter nos clients. Ça a été plutôt un problème d'offre qu'un problème de demande. Mais on voit bien qu'on a une progression constante. Et de la même façon, nous, on a suivi cette progression avec des surfaces de lin qui ont progressé de plus de 50% sur les 10 dernières années. Donc, on a su l'évolution de la Chine nous a permis à nous aussi d'augmenter nos capacités et de production et de transformation. Donc, on a vraiment un marché qui est en progrès depuis 2008 et les perspectives étaient de continuer cette hausse, d'autant qu'on avait d'autres marchés qui sont apparus et qui sont en progression au niveau de la filature, qui était le marché indien. Ça, on y reviendra un petit peu après. D'accord. Vous pouvez passer la slide suivante, Lothar. OK. Donc ça, c'est où on vend nos fibres et qu'est-ce qui se passe après. Donc, on voit bien sur le haut du tableau la production ouest européenne de l'ordre de 150 000 tonnes, plus une variation de stock. Bon, ça, c'est normal, c'est lié au stock chez nos clients. Où vont ces 50 000 tonnes de fibres longues? Donc, on a fait un tableau qui correspond à l'équivalent fibres longues. Donc, elles vont essentiellement, on voit bien, en Chine, de l'ordre de 130 000 tonnes. C'est 80% de nos débouchés. Ensuite, dans les 20% qui restent, deux parties. Une partie ouest européenne, Europe, où les filatures sont plutôt dans l'est de l'Europe, plus tellement à l'ouest, mais qui sont détenues par des entreprises ouest européennes. Malheureusement, cette tendance est plutôt à la baisse. Augmentation en Chine, je viens de le dire, mais également, depuis 4 à 5 ans, on assiste à l'éclosion de la filature indienne. J'ai mis 8000 tonnes dans mon tableau de fibres. On est plutôt aujourd'hui de l'ordre de 10 000. Et les perspectives avant le Covid étaient également à la hausse. Donc, on a une progression de nos clients, je vais dire, Far East, avec malheureusement quelques filatures ouest-européennes qui ont subi encore quelques petites érosions. On est aujourd'hui, avec le Covid, on parle de relocalisation. Honnêtement, nous, on demande à voir. On n'est pas convaincu que ça se fera. Et si ça se fait, il y a quelques projets, on entend parler de quelques projets. On espère que ça va se faire, mais on est un petit peu dubitatif sur l'ampleur de ces projets. Donc voilà où on vend nos fibres, où est fabriqué le fil. Ensuite, ce fil, où est-il tissé? Il est tissé, allez, encore en grosse partie, pour une petite moitié, en Chine. Ensuite, la filature chinoise exporte, puisque la filature indienne ne se suffit pas au tissage indien, qui a à peu près un petit tiers du tissage qui est fait en Inde. Donc, la filature indienne plus la filature chinoise fournissent le tissage indien. Et ensuite, l'Europe fournit le tissage européen et la filature chinoise, le tissage également européen. On a l'émergence de tissage au Japon et dans d'autres pays. Alors, ce sont des pays style Corée du Sud, Bangladesh, qui commencent à se mettre au tissage.
Donc ça, c'est la partie industrielle, c'est la partie de transformation. Ensuite, on a la confection. Alors là, la confection, ça part un petit peu de tous azimuts. C'est pour ça que c'est très difficile de tirer des bilans. C'est assez complexe. Grosso modo, c'est tissé partout de l'Europe de l'Est à l'Asie. Pas mal de confection se fait en Turquie, en Afrique du Nord. Et donc là, il y a un dispatchage énorme qui est très difficile de cerner. Par contre, ce qu'on sait cerner, c'est qui est-ce qui consomme notre lin. Alors, quand je dis qui est-ce qui consomme notre lin, je parle de qui est-ce qui détruit le vêtement. Parce que ce qui est important, donc nous, on fait du B2B, mais ce qui est important, c'est qui est-ce qui détruit le produit, qui est-ce qui le consomme. Et qui le consomme? En premier lieu, les Américains. Le marché américain est notre premier marché. Ça correspond à peu près à un gros quart. Hein. Alors, les Américains, le marché américain, il est arrivé à maturité. On progresse peu, c'est un marché qui est relativement stable, mais c'est un marché qui est, c'est-à-dire où on n'a plus de marge de progression. Le second marché, c'est le marché européen, qui lui, par contre, montre un petit peu des signes de faiblesse. Le volume de tissus, de vêtements en lin est un peu en baisse en Europe. Par contre, il est en progression dans tout le reste du monde. Il est en progression depuis 2010 en Inde et il se consolide. Et depuis 4-5 ans, on voit de plus en plus de marques chinoises qui mettent du lin dans leur collection. Et ce ne sont pas tellement les marques ouest-européennes, mais ce sont vraiment des marques locales chinoises qui mettent du lin dans leur collection. Et ça, c'est vrai depuis 4-5 ans. Et ce phénomène est en train de s'amplifier. On a une consommation ancestrale au Japon. Hein. Le Japon est par tradition un pays consommateur de lin. Et une progression dans les autres pays qui sont la Corée du Sud, l'Amérique du Nord, commence un petit peu en Afrique, même si c'est encore très très timide. Donc on a globalement une consommation de lin qui progresse dans le monde sur les nouveaux marchés, stable sur le marché américain et en légère décroissance sur le marché européen. D'accord. Vous pouvez passer à la slide suivante, Lothar. Non, je pense qu'il y en a une entre deux, non? Non, avant. Il vous en manque une. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous laissez celle-là. Non, celle d'avant. Laissez celle-là. Le marché du lin, c'est pas grave. Vous laissez celle-là. Le marché du lin, c'est environ, le marché final, c'est environ 60% l'habillement en global. 60% l'habillement, 15% tout ce qui est tissu d'ameublement. Alors, c'est des tissus muraux, c'est les sièges sur les fauteuils, les coussins. Et 25% tout ce qui est linge de maison. Alors, linge de maison, c'est les nappes, les serviettes, les torchons. Évidemment, ça dépend des marchés. On voit bien, si on regarde sur notre marché américain, le tissu d'ameublement qui est la chaise, là, c'est plutôt la moitié. L'habillement, qui est le petit truc blanc, c'est seulement un quart. C'est moins vrai en Europe, où là, il y a une répartition un petit peu plus égale entre le tissu d'ameublement, le linge de maison et l'habillement. Par contre, on voit bien que dans les nouveaux marchés, notamment indiens et surtout chinois, la consommation du lin se fait surtout par un développement de l'habillement. Il n'y a pas encore tellement une culture du lin dans la maison, que ce soit au niveau linge de maison ou au tissu d'ameublement, dans les marchés émergents. Vous pouvez passer à la slide suivante, Lothar. Alors, quand on vend une chemise, à qui la vend? La pyramide. On s'aperçoit qu'en fait, notre pyramide qui s'est élargie à la base, puisque la consommation du lin a progressé, la consommation de vêtements, d'habillement,
Elle s'est élargie à la base, mais elle s'est élargie chez qui? Elle s'est élargie chez le mass market, c'est-à-dire c'est les gens qui font la chemise, je vais dire, à un prix, un rapport qualité-prix, je vais dire de moyen de gamme, de prêt-à-porter moyen de gamme. Avant le lin, avant l'émergence de la filature chinoise, je dirais, c'était un tissu, une chemise relativement haut de gamme, qui était réservée entre guillemets à une élite. Et grâce à l'émergence de cette filature chinoise, on a pu élargir notre pyramide, augmenter nos marchés. Par contre, c'est clair que ça s'est fait sur des marchés de mass market, sur des marchés de niveau de chemise aux alentours de 30, 40 euros, à comparer à 100 euros et plus sur les marchés plus haut de gamme. Donc, ça nous a permis de progresser en termes de volume. Donc, on voit bien que le gros du marché, il se fait chez les marques comme Zara, H&M, on pourrait citer Marks & Spencer, Uniqlo, enfin des marques comme ça. Et plus on monte dans la pyramide, moins on a de volume. Évidemment, on vend moins de chemises Gucci qu'on vend des chemises Benetton. Même si Benetton est plutôt une marque premium. Donc, c'est pour dire que le lin, il s'est développé, mais il s'est développé aussi démocratiquement. Grâce à nos partenaires chinois, on a permis à plus de gens d'acheter du lin. D'accord. Alors, le corollaire de ça, c'est qu'on pense qu'avec le problème de la Covid-19, c'est que les marchés haut de gamme vont être moins impactés que le marché, je veux dire, de masse. Et donc, malheureusement, il est fort à craindre qu'on perde pas mal de volume à cause de notre pyramide, qui est aujourd'hui une pyramide un peu plus basée, du fait du volume, sur le mass market. On a un petit peu cette crainte, on pense que le haut de gamme va être moins impacté par la Covid que le moyen de gamme. Oui, c'est sûr. Slide suivant, Clota. Donc, j'ai déjà commencé à vous parler un petit peu d'impact sur le Covid-19, mais ceci, c'est assez intéressant, parce que ça vous explique comment ça se passe, les périodes de commerce dans le lin. Alors nous, comme je vous ai expliqué, on vend de la fibre. Hein, d'accord? Notre métier, c'est vendre la fibre aux filateurs. Donc, on s'aperçoit que nous, on vend la fibre tout au long de l'année. Hein. Les filatures, elles tournent tout au long de l'année. Nous, on produit tout au long de l'année. Donc, on alimente nos clients tout au long de l'année. Il y a peut-être un petit peu de fluctuation. Des fois, il y a quelques ralentissements parce que les Chinois ont un peu de stock ou se disent tiens, on va arrêter d'acheter parce qu'on a un peu moins de ventes ou un peu moins de trésorerie. On remarque aussi qu'il y a un critère d'achat chez nos clients, c'est qu'ils veulent tous avoir le même prix. Hein. Ils ont horreur qu'il y en ait un qui paye plus cher que l'autre ou quoi, et on s'aperçoit qu'ils achètent par vague. C'est-à-dire que la plupart du temps, on est 1 ou 2 mois sans faire de contrat, et d'un seul coup, on va faire des contrats, mais chez tout le monde. Parce que les gens veulent tous acheter en même temps pour tous avoir le même prix. Donc, c'est un petit peu une caractéristique de nos clients. C'est-à-dire que j'ai presque envie de dire, peu importe le prix, mais le principal, c'est que je ne paye pas plus cher que le voisin. D'accord. Et ensuite, ça, c'est spécifique à la Chine. Donc, du fil de lin, elle est un petit peu plus quand même saisonnière. On voit bien qu'il y a une première partie de vente de fil qui se fait de janvier à avril, mai, qui, elle, correspond à la vente de fil pour le marché chinois. Ensuite, une deuxième période de vente de fil qui, elle, est plutôt de juillet à décembre, qui, elle, est plutôt pour les marchés européens et américains. Par contre, le tissu, lui, on voit bien, on verra la slide suivante, il se vend vraiment de août à juillet, parce que le tissu, c'est pour l'export, c'est pour les confections. Donc, on fabrique le tissu de août à janvier, on le vend de août à janvier, et ensuite, on fait les chemises pour la collection de l'été suivant. Les chemises, les pantalons, enfin les vêtements pour les collections des années suivantes. Par contre,
qu'est-ce qu'on observe au niveau du marché final? Je répète, nous, ce qui est le plus important, c'est qui c'est qui achète nos vêtements, qui c'est qui achète notre fil de lin, le consommateur final. On sait que le lin, c'est un textile d'été. Donc, c'est un textile qui est consommé par les gens essentiellement l'été. Et le lin, il se vend dans les magasins du 15 mars au 15 juin. Et après, c'est les soldes. Qu'a-t-on fait du 15 mars au 15 juin? Dans la plupart de nos pays de débouchés importants, États-Unis, Europe, Chine, eh bien, les boutiques étaient fermées. Donc, tout le lin, toute notre année où on vend, je ne parle pas de la fille, je parle bien du textile, mais c'est ce qui est important, enfin, du vêtement, toute l'année qui se fait du 15 mai au 15 juin, les magasins étaient fermés. Donc, il y a eu un peu de relais par l'e-commerce, il y a eu un petit peu de choses qui se sont faites, mais on a quasiment perdu une année de vente liée à la saisonnalité de la vente de nos produits en lin, qui est un produit d'été qui se vend du 15 mars au 15 juin. On va en rattraper un petit peu, mais on considère qu'on a quasiment une année de vente de perdu à cause de la fermeture des magasins liée au Covid-19. Donc là, c'est juste une slide, parce que je trouvais que c'était important, où on voit bien la saisonnalité des ventes de tissus. Ça, c'est un graphe où on voit bien, on vend le tissu de août à décembre, janvier, et après, pouf, ça chute. Un petit peu de réassort en février-mars sur des collections spécifiques, et rebelote, on ne fait plus rien de mai à septembre, et on refait la même chose de septembre. Et ça, on voit bien, alors on voit la progression, on voit bien qu'on vend de plus en plus de tissus, mais on voit bien que la saisonnalité reste la même. Oui. Ah ouais. Suivant. Suivant. Ah, pourquoi j'ai ça? Oui, c'est bien. C'était pour vous expliquer ça. Donc, je vous ai dit, on progresse, la filature progresse en Chine. Mais elle progresse, mais à partir du moment où on ne sait plus vendre, eh ben, les usines chinoises ont décidé de réduire leur activité. Donc, on est passé de 600 000 broches de lin en activité en Chine à aujourd'hui 350 000, soit quasi moitié moins, 60%. C'est-à-dire que nos clients, les filateurs qui consomment la fibre, les industriels, qui avaient entre 3 à 6 mois de stock, eh bien ce stock-là, il est passé de 6 à 10 mois. C'est-à-dire que pendant 6 à 10 mois, nos clients ne vont rien nous acheter parce qu'ils n'ont pas de besoin. Ils ont assez de matière pour pouvoir alimenter leurs usines du fait de leur sous-activité. Donc, nos ventes ont subitement été arrêtées à partir de mi-mars. Dès qu'on a commencé le confinement, que les magasins ont été arrêtés, tout s'est arrêté. Toutes les marques ont arrêté de lancer leur collection pour les années suivantes en disant « mais on ne va pas vendre de lin ». Et donc, en cascade, on est passé, alors, les magasins ont arrêté, ensuite ça a été les confectionneurs, ensuite les tisseurs, et puis après, maintenant, c'est nous. C'est-à-dire qu'à ce jour, on ne vend quasiment rien en fibre. Parce que les gens ont assez de stocks, d'autant plus que ces stocks ont été achetés jusqu'à fin d'année dernière, début de l'année 2020, à des prix, on va dire, qui étaient bons pour nous. Évidemment, cet impact sur le Covid va augmenter nos stocks, donc on aura un impact sur les prix, ce qui fait qu'aujourd'hui, les clients, ils consomment leur vieux lin au vieux prix en attendant de passer des nouvelles commandes au nouveau prix. On espère, à partir de août-septembre, qui devrait correspondre à la période à laquelle leur stock devrait commencer à arriver à des niveaux où il faut repasser des commandes.
D'accord. Oui, slide suivante. Lota, ça c'était juste un petit… Donc, qu'est-ce que ça a eu comme conséquence pour nous industriels? Compte tenu qu'on ne savait rien vendre et qu'on se dit, pour essayer de tenir un peu des prix, il faut essayer de limiter nos stocks, puisqu'on sait très bien qu'entre un prix, c'est entre une offre et une demande. Si on continue à travailler comme on travaillait avant, en vendant rien, on court à la catastrophe en termes de valorisation de nos fibres. Donc, on a décidé, grâce notamment aux mesures de chômage partiel qui ont été mises en place par le gouvernement, de ralentir l'activité de nos entreprises. Donc, aujourd'hui, nous ne travaillons qu'à un tiers de notre capacité de production pour limiter notre production et limiter l'augmentation de nos stocks. Ça a pour conséquence qu'on a dit à nos adhérents qui nous livrent la paille pour en extraire la fibre, de dire, bah, écoutez, n'ayant pas d'activité, vous devez conserver vos pailles chez vous en attendant des meilleurs jours, en attendant un meilleur avenir. En plus de ça, comme on a perdu quasiment une année de vente, on a quasiment une année de récolte en trop, du fait du report de notre activité, du fait du report de nos ventes. On a dit à nos adhérents, l'année prochaine, il va falloir baisser vos surfaces de l'ordre de 50%. Ce qui est du jamais vu. On n'a jamais fait ça. Mais on n'a pas le choix. Si on veut avoir un équilibre entre une offre et une demande, sachant qu'on a perdu une année de vente, il faut qu'on rééquilibre l'offre qui est trop importante aujourd'hui. Donc, on a pris ces décisions. Ça, c'est une décision difficile à prendre. Hein. Donc, on a arrêté tout ce qui est CDD, on a arrêté tout ce qui est heures supplémentaires, et puis on a mis en place toutes ces aides qui nous aident bien au niveau du chômage partiel. Donc ça, c'est des impacts qui sont assez importants. Non, ouais, c'est resté là. Donc, par contre, on reste quand même confiant pour l'avenir, pour plusieurs raisons. Parce que la première, c'est que malgré cette crise en Chine, il s'est quand même vendu du lin en Chine cette saison-là. On pensait qu'on allait vendre très peu et malgré tout, il y a eu une vente. Alors évidemment, c'était moins que l'année précédente, mais il y a quand même une vente importante de lin en Chine. Donc on se dit, ça devient un basique, ça devient quelque chose qui commence à entrer dans les mœurs de nos clients finaux chinois. Donc on pense que à moyen terme, on devrait être toujours dans la course. Les ventes, comme je vous ai expliqué, on arrive au terme un petit peu du stock des clients, donc on pense que les ventes à l'export devraient démarrer courant août, septembre. À quel niveau? C'est encore très difficile à dire. Parce que même si on pense que nos clients filateurs vont passer aux achats à partir de septembre, il reste une inconnue, c'est-à-dire quid de la collection été 2020? Combien on va en avoir vendu après la réouverture des magasins? Combien on va en avoir vendu en e-commerce? Combien on va en avoir vendu les soldes là qui ont été retardés d'un mois? Combien on va en vendre dans les soldes là qui commencent à partir d'hier? Bon, tout ça, ça reste une inconnue. Des quantités de lin qui vont être vendues aux particuliers va dépendre de ce qu'on va reproduire pour la collection 2021. Parce que ce qui n'aura pas été vendu en 2020, inévitablement, ça sera représenté en 2021. Ça, alors, Bertrand, nous avons une question de Mathias Trumel qui demande « À moyen terme, l'évolution du pouvoir d'achat des Chinois permettra très vite une forte relance de la consommation de textiles haut de gamme. La culture du lin demandant des terres particulières pour être de qualité, allez-vous réussir à suivre le rythme et répondre à la demande ?
s'il y a une demande en hausse? Alors, jusqu'à présent, on a bien vu que le marché du lin a toujours été en progression. Et hormis une fois où je vous expliquais que c'était lié à l'effet récolte, on avait eu une très mauvaise récolte en 2011 où on n'avait pas su répondre, aujourd'hui, je ne connais aucune filature qui a dû arrêter sa production par manque de fibres depuis les 10 dernières années. Donc, si on a une demande, on aura des prix et on saura motiver des gens pour faire du lin. Par contre, il faut qu'on reste à un niveau rémunérateur. Et pour rester à un niveau rémunérateur, il faut équilibrer l'offre et la demande. Si on n'est pas capable de faire ça au niveau agricole, on ne sera pas capable de faire ça au niveau de nos marchés. Donc, la condition sine qua non, c'est avoir un prix rémunérateur. Si on a un prix rémunérateur, on saura motiver nos adhérents et on saura motiver la culture de lin et on saura suivre comme on l'a fait depuis 5 à 10 ans. D'accord. Je n'ai pas tellement d'inquiétude là-dessus. Je suis plus inquiet sur… Et aujourd'hui, on a des stocks. Hein. Si jamais on avait une reprise importante de la demande parce que le marché chinois… Ce que dit notre interlocuteur, c'est vrai. Le pouvoir d'achat en Chine, il est en train d'augmenter. On considère qu'il y a 300 millions de gens en Chine avec un pouvoir d'achat équivalent au pouvoir d'achat ouest européen. Donc, on voit qu'on a encore une marge de progression énorme et dans le mass market et aussi dans le haut de gamme. Donc, on est quasi convaincu que ça va progresser et on est sûr qu'on pourra suivre les besoins à partir du moment où on a un prix qui permet de motiver nos adhérents. D'accord. Très bien. Alors, on peut passer à la slide suivante? Oui. Alors, donc, les perspectives sur le long terme. Donc ça, comme le dit notre interlocuteur, nous, on voit une progression du marché chinois dans les années qui viennent. Hein. Là, non, il ne faut pas changer la slide encore, Lotta, encore, voilà. Il y a 5 ans, on vendait rien en Chine. Quand je dis on vendait rien, je parle toujours du vêtement, hein, qu'on soit bien d'accord. On vendait rien en Chine. Bertrand, je pense que c'est important justement d'expliquer justement ce changement de situation depuis 4-5 ans justement et le développement du marché chinois surtout. Ouais, donc avant la Chine, c'était zéro. On vendait rien. Et depuis 5 ans, des marques chinoises, mais c'est surtout des marques chinoises, hein, ce n'est pas tellement les marques haut de gamme qui sont fort représentées, les marques haut de gamme style Louis Vuitton, etc. Ce n'est pas via cet axe-là qu'on a développé nos ventes en Chine. Nos ventes en Chine, on l'a développé via les marques chinoises surtout. Il y a 5 ans, on faisait zéro. Il y a 2 ans, on était à 10% du marché du vêtement, du lin en Chine. L'année dernière, on était à 15% et on pense que 20%, on devrait y arriver. Allez, avec ce crise de Covid, évidemment, ça va nous impacter, mais allez, à l'horizon 2022-2023, on est convaincu qu'un 5e de la consommation de vêtements en lin au monde se fera en Chine. Donc, ce que vous voulez dire, Bertrand, c'est que jusqu'à il y a 4 ou 5 ans, donc les fils étaient tout était filé, tout était filé en Chine, mais ça reportait… La production de fils était en Chine, ça revenait en Europe voilà. Où c'était tissé en Chine, et après ça revenait en Europe, aux États-Unis, mais rien n'était consommé sur place. Sur place. Ok. Alors qu'aujourd'hui, je vous dis, l'année dernière, on a fait 15%, et on pense qu'il n'est pas farfelu qu'on arrive à 20% d'ici 2-3 ans. Hein. Oui, donc c'est un marché d'avenir réellement pour le lin. Oui, tout à fait. Tout ça pour plusieurs raisons. Hein. La raison première, c'est l'aspect naturel, l'aspect noble, l'aspect respectueux de l'environnement de notre fibre. Mais on est convaincu que
avec l'émergence de ce nouveau potentiel de pouvoir d'achat en Chine, on va en vendre du lin. Convaincu que ça. Surtout dans un pays où l'été, il fait relativement chaud quand même. Hein. De Shanghai à Hong Kong, porter du lin en été, il n'y a rien de mieux. Oui. D'ailleurs, j'ai une question de Madame Hélène Yang qui demande pensez-vous aussi que ces vêtements et textiles sont réexportés aussi? Je ne sais pas si Madame. Si, c'est clair. Oui, c'est clair, d'accord. Ouais. Alors, donc, on a vu, il y a à peu près la moitié du tissu qui est fabriqué en Chine. Sur cette moitié de tissu qui est fabriqué en Chine, il y en a environ la moitié qui est confectionnée en Chine et l'autre moitié qui est confectionnée dans le reste du monde, avec le plus gros pays de confection, le Bangladesh. Et donc après, donc, sur tout ce qui est produit en Chine, il y en a à peu près un cinquième qui reste en Chine pour être vendu en vêtements sur la Chine. Et tout le reste réexporté aux États-Unis et en Europe. D'accord, très bien. J'ai une autre question et juste avant l'autre question, j'ai un monsieur qui me dit que la connexion est un peu hachée et il propose, il se demande si vous pourriez couper votre vidéo pour gagner un peu de débit audio. Bon, on ne vous verra plus, mais peut-être que ce sera plus audible pour les Donc, participants. vous voulez que je fasse arrêter la vidéo? Ouais, et on va essayer voir si c'est plus fluide. Est-ce que c'est mieux comme ça? Alors, je demande Monsieur Jérôme Marie, est-ce plus fluide? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que vous m'entendez mieux? Moi, je vous entends très bien. Et ça a été haché tout le long de la présentation? Moi, j'ai très bien entendu, mais alors, Pour moi, c'était parfait aussi, pas pas du tout du tout haché. haché pour d'autres personnes. Donc, écoutez, bon, on va peut-être rester comme ça, du coup, si c'est mieux. Alors, il y a une dame qui demande quid de l'évolution des autres marchés asiatiques hors Chine dans le futur? Donc, on a un marché donc, en Asie, bon, l'Inde, hein, l'Inde qui est définitivement le plus gros marché en Asie et qui progresse parce que en Inde, pour l'instant, on n'est que sur le vêtement homme, c'est-à-dire qu'on vend en Inde que de la chemise homme. Et on se dit qu'il n'y a pas de raison, compte tenu de toutes les qualités intrinsèques de la fibre de lin par rapport à l'humidité, la chaleur, la transpiration, etc., qu'on ne vende pas un jour des saris pour les femmes en lin en Inde. Donc, on pense que le marché indien va continuer de se développer via la femme. Au niveau japonais, on a un marché qui existe depuis relativement longtemps, qui est relativement à maturité. Donc là, on ne voit pas trop de progression. Par contre, on voit d'autres progressions au niveau des marchés coréens, indonésiens, Vietnam, tout ça. On pense que dans tous ces pays-là qui ne connaissent pas encore le lin, on a encore de fortes marges de progression. D'accord. Il y a une question qui est assez intéressante de Wang Hawei qui demande si la ressemblance de la ramie et du lin aide dans la vente en Chine. La ressemblance de la ramie et du lin. Oui, c'est une autre fibre Ouais, c'est une naturelle. autre fibre naturelle Mm. qui est, elle, essentiellement produite en Chine. Oui. Du coup, les gens sont peut-être déjà habitués à Il peut y consommer. avoir un amalgame fait entre le rami et le lin en Chine qui puisse dire que, en plus, ça se dit plus ou moins de la même façon, c'est ce qu'on appelle le ma en chinois. Oui, c'est ça. Il peut y avoir un amalgame qui peut en effet permettre qu'on en vende un petit peu plus en Chine, mais nous, on fait quand même une communication spécifique sur le lin. Même en Chine, où notre interprofession, la CELC, qui est l'organisme de promotion en Europe, a des connexions avec leur organisme similaire en Chine, on fait des promotions spécifiques
sur le lin en Chine. Mais c'est vrai que matière naturelle, rami, lin, il peut y avoir un amalgame qui fait que ça tire la consommation de fibres naturelles en Chine. Oui, puisque Monsieur Wang Hawei précise que le rami a plus de 6000 ans d'histoire de plantation en Chine. Donc c'est vrai que c'est une matière qui est très connue en Chine par les Chinois. Ah, une autre question. Personne ne prend la parole. Vous pouvez prendre la parole aussi. Si vous voulez que je remette la vidéo, je la Oui, remets. je veux bien. Je pense que ce serait plus. Ça n'a rien changé au niveau. Enfin, en tout cas, pour moi, a priori, ça n'a rien changé. On peut placer la slide suivante si vous voulez. Alors, n'hésitez pas à demander la parole en levant la main, en allant sur l'onglet participants. Il y a une petite main bleue. Vous cliquez dessus et en fait, moi, ça m'indique que quelqu'un veut prendre la parole. Donc, si vous préférez, voilà. Donc là, c'est bon. OK. Donc, hop, vous pouvez. Attendez. Oups. Alors, comment je fais pour lui donner la parole alors du coup là? Adrien Dirkens. Oui, je ne sais pas si on m'entend. Oui, on vous entend très bien. C'est très bien, super. Non, en fait, pour moi, c'est la question que j'ai déjà mis dans le chat à l'instant. C'était sur votre production bio. Je voulais savoir si vous en avez une déjà et surtout sur les labels bio en Chine. Est-ce que ça existe? Est-ce que vous prenez ça au sérieux? On en voit de plus en plus sur les salons textiles. Voilà, est-ce que vous voyez un avenir là-dedans? Et puis, est-ce qu'il y a une attente aussi de la part des consommateurs finaux? Oui. Alors, la production du lin bio, ça existe. Nous en faisons. Par contre, c'est très, 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 très marginal. Sur 120 000 hectares qui sont cultivés en France, il y a 500 hectares de lin bio. Donc, c'est rien. En plus, on pense que c'est un petit peu dangereux, entre guillemets. Bon, il y a une demande, une attente de la part des clients, mais on considère que le lin lui-même est suffisamment naturel, suffisamment une fibre écologique qui nécessite très peu d'intrants, c'est-à-dire qui nécessite peu de produits chimiques, pour être lui-même suffisamment, entre guillemets, biologique, naturel. On pense que mettre la notion de, on craint que mettre la notion de bio dans la fibre de lin qui est déjà naturelle peut apporter une confusion aux clients. Ah oui. Mais il y a une demande de clients, notamment parce qu'il y a du coton bio, parce qu'il y a d'autres matières bio, et il y a une demande de marché de bio. Le problème, c'est que produire du lin bio, ça coûte aussi beaucoup plus cher. On n'a pas du tout les mêmes rendements. Il faut passer beaucoup plus de personnes dans les champs pour faire tout ce qui est désherbage, etc. Donc, il faut vendre le lin beaucoup plus cher. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que le consommateur final, il est d'accord pour acheter du bio, mais il veut bien payer 10, 15, 20% plus cher. Et ça, nous, ça ne suffit pas pour être rentable au niveau du bio avec nos connaissances actuelles pour produire du lin bio. C'est une des raisons pour lesquelles le lin bio ne se développe pas, parce qu'il ne produit pas assez par rapport à un lin normal et on ne sait pas faire une différence de prix suffisamment par rapport au lin traditionnel. Je vous remercie. Très bien. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, tout à fait. En fait, la deuxième question qui était liée à ça, c'était au niveau des labels. Mais bon, je pense que là, du coup, vous n'êtes pas forcément concerné. Est-ce que vous verriez éventuellement émerger des labels bio? Je sais que c'est assez difficile en Chine pour le moment, mais ça pourrait. On ne voit pas tellement d'émergence de labels bio en Chine. Ouais. Ce qu'on voit un petit peu émerger, on voit émerger des labels d'origine. D'où vient la fibre? Donc, on
D'ailleurs, des choses qu'on a créé avec l'interprofession, on a créé un lin made in Europe, quoi. Donc, et on pousse nos clients, les clients de nos clients, à utiliser ce label d'origine qui est garant d'une qualité et d'une traçabilité. Pour l'instant, on ne voit pas grand-chose au niveau du lin bio en termes de label. D'accord. Okay. Merci. D'ailleurs, ça rejoint une question de Madame Aurélie Brûlé qui demandait est-ce que vous avez une stratégie dite écologique pour la Chine, étant donné que la Chine se tourne vers cette perspective. On a répondu plus ou moins à cette question. Par contre, on a clairement une stratégie au naturel. Oui. C'est-à-dire que de plus en plus, on dit à nos adhérents d'avoir une culture raisonnée. On n'est pas, on dit pas qu'on faut faire du bio, voilà, mais on veut une culture la plus respectueuse possible de l'environnement. Et ça, c'est vraiment une stratégie au sein de Terre de Lin et au sein de notre entreprise. Et comment vous la mettez en avant? Un petit exemple, au niveau des semences, avant, on traitait les semences, on pelliculait les semences pour pouvoir les garder, pour pouvoir, une fois qu'elles étaient dans le sol, se garder par rapport aux petites bébêtes qu'il y a dans le sol et ou pour avoir une vigueur germinative et aussi pour avoir une pureté et aussi pour éliminer les bactéries, on l'a traité chimiquement. Depuis un an, on a été les premiers en France à importer une machine de traitement de semences à la vapeur. C'est-à-dire qu'on traite nos semences plus avec des produits chimiques, mais à la vapeur. C'est-à-dire que nos semences, elles passent dans un bain de vapeur, ça élimine toutes les bactéries et ça leur donne une qualité comme celle qu'on avait précédemment, peut-être même mieux, avec plus aucun produit chimique. Donc, on est dans cette démarche. On est les seuls à faire ça. Il n'y a aucun autre semencier en France, même dans le blé, qui a fait ça. J'entends qu'aujourd'hui, il y a une deuxième installation qui a été faite en céréales. On a été les premiers en France à le faire, et évidemment les premiers dans le lin. Très bien, merci. Alors, je vais passer la main à Madame Wang Haowei. Et veuillez m'excuser pour ça, j'ai dit monsieur tout à l'heure, mais hop, alors. Bonjour. 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 Enchantée. Je vais un peu continuer sur la parole tout à l'heure. En fait, la ramine est une des plantes qu'on utilisait plutôt dans l'histoire de fabrication de la tissu, surtout en Chine. Et à l'époque-là, on porte vraiment comme un tenue, comme une matière très chic. Sur l'histoire plutôt asiatique. Et pendant l'année 80, je pense que la Chine, c'était encore la plus grande production de la ramine pour le marché asiatique. Ça veut dire qu'au Japon et aussi en Corée. Et c'était après le problème financier en 2008. Les usines sont beaucoup fermées. Je pense qu'il y a forcément un lien avec l'augmentation de vente du lin de votre entreprise en Chine. C'est probable. C'est probable que le lin a remplacé une partie de la ramie en Chine. C'est probable. Matière naturelle, tout comme le rami. Matière, comme vous l'avez dit, avec une certaine noblesse, il est fort probable qu'on a bénéficié du recul du rami. Parce qu'on est habitué de cette matière. Et je me rappelle encore, même assez jeune, on utilise beaucoup de ce type de matière pour la maison, surtout pour l'été, pour la fabrication des vêtements, etc. Donc, je pense que pour les Chinois, c'est quelque chose on connaît déjà. Donc, il y a la possibilité de encore augmenter ou développer dans le sens de la vente, peut-être.
On en Parce est que convaincu. Oui, c'est très accepté par les Vous avez Chinois. raison. Et c'est très ressemble. Mais après, moi, ça m'intéresse aussi. Est-ce que ça peut avoir les autres utilisations dans le textile? Et vous avez aussi dit c'est que réservé pour l'instant à l'été. Est-ce que vous pensez les sens de recherche sur les autres qualités de cette matière est développée sur les autres saisons? Parce que si c'est juste pour l'été, c'est un peu dommage. Bon, alors, au niveau vestimentaire, c'est surtout pour l'été. Par contre, c'est ce que je disais quand j'ai vu la segmentation du lin. Je expliquais qu'on avait quand même environ 15% qui étaient dans le tissu d'ameublement. Hein. Donc, ça, c'est des ventes plutôt tout au long de l'année. Donc, c'est les tissus muraux, c'est les tissus pour les canapés, les chaises, les coussins. Et après, on a encore 25% qui est également en linge de maison. Donc là, c'est pareil, c'est des ventes qui se font tout au long de l'année. Après, on est également en train de développer des applications, ce qu'on appelle des applications plutôt techniques. Là, on utilise les caractéristiques de légèreté et de résistance du lin qui, mélangées avec des fibres de carbone, allègent les matériaux. Donc, pour justement avoir une meilleure résistance au moins égale, mais plus léger, pour gagner du poids. On devait ça en parler un petit peu dans les slides suivantes, Lotta. Ok. Je crois qu'il y a encore d'autres questions. Alors, avant de passer au slide suivant. Enchaîner avec les questions, oui. Est-ce que vous avez fini, madame? Oui, merci. D'accord. Alors, il y avait une question déjà dans le chat. Vos adhérents cultivent combien d'hectares chacun en moyenne? Une question de Jean-François Le Guedes. Alors, à Terre de Lin, on a 18 000 hectares et on a 650 adhérents. Donc, ça fait quoi comme surface moyenne? Ça doit faire à peu près une trentaine d'hectares par adhérent. D'accord. Grosso modo, 25-30 hectares. Très bien. Alors, après, j'ai une question de Madame Yang Yuping. Alors, je lui donne la parole. Vous pouvez activer votre micro, c'est bon? Oui, c'est bon, je pense. Oui. Je n'ai pas entendu le début de votre discours et du coup, j'ai une question un peu vague. J'aimerais savoir quels sont les atouts de votre entreprise, puisque la Chine, c'est aussi un pays producteur de lin. Oui, alors, les atouts, c'est que jusqu'à présent, on est dans un bassin de culture, on est dans un terroir spécifique. Donc, on a des conditions de sol et de climat qui font que la culture de lin on est favorisé pour faire la culture de lin. Ce sont des conditions de sol et de climat que, à notre connaissance, on n'a pas encore retrouvé ailleurs. Donc, cette culture de lin, elle se fait de la plaine de Caen jusqu'à Amsterdam, le long de la Manche. Là. Et ces conditions-là, on n'a pas encore trouvé d'autres endroits sur Terre où on réussit à avoir un peu de chaleur, mais pas trop, de la pluie, mais pas trop, et en alternance. Et ça, pour l'instant, on n'a pas encore trouvé d'autres coins du monde. Dieu sait que beaucoup de gens, et notamment de nos clients, ont essayé de produire du lin en Chine. Alors, ils sont faits en Chine, je suis d'accord, mais on va en revenir après pourquoi. Mais ils n'arrivent pas à nos niveaux de qualité, à nos niveaux de rendement, liés aussi à notre savoir-faire, parce qu'on a un savoir-faire spécifique, on a des parcs machines spécifiques, avec un ticket d'entrée qui est relativement élevé. Ça coûte cher de fabriquer un hectare de lin. Il faut des équipements spécifiques qui ne servent qu'au lin 15 jours de l'année. Donc, on a un savoir-faire, on a des compétences, on a un terroir qui nous permettent d'avoir le meilleur lin au monde. Qu'est-ce qui caractérise le meilleur lin au monde? Homogénéité, c'est-à-dire
longueur de plante égale résistance de la fibre, capacité à faire le fil en résistant à la traction et à la rotation, et finesse. Donc ça, on l'obtient avec une plante qui pousse gentiment, à une végétation régulière, grâce à une température tempérée et à des pluies régulières, mais pas trop abondantes. Très bien. Est-ce que Merci. tu as répondu? Oui, c'est bon. Oui. Alors, Bertrand, est-ce que vous préférez qu'on finisse le diapo et qu'on passe aux questions après? Vite finir le diapo, parce qu'il y a quelque chose qui est intéressant, D'accord. Et on notamment prendra les par rapport à la questions question après. qui a été posée. Ok, parfait. Alors, On va passer, parce que j'en ai déjà pas mal parlé des prochains éléments, mais passer là. Alors voilà, juste ça, un point important. Qu'est-ce qui nous fait penser qu'on a de l'avenir et qu'on a, malgré le Covid, là où on a vraiment un trou d'air, bon alors, on va passer sur les 3 points, prix, service, qualité, c'est une évidence. Il faut être bon partout pour être capable de vendre et pour fidéliser les clients. Par contre, il y a un point nouveau dans le textile qui apparaît de plus en plus, c'est la durabilité. Alors ça, c'est un mot qui n'est pas très beau. Moi, je préfère le développement durable ou encore en anglais, sustainability. Ça veut dire il faut que nos produits soient de plus en plus naturels et que on puisse en produire sans avoir une empreinte auprès de la planète trop importante. Et là-dessus, on a une chance énorme, c'est que le lin, il pousse naturellement qu'avec les précipitations qui tombent du ciel, et on a besoin de quasiment pas d'eau pour produire, pas d'eau amenée par l'homme pour produire notre fibre et nos vêtements de lin, à la grande différence de la plupart des autres fibres naturelles, notamment le coton. Vous pouvez passer la slide suivante. Donc par contre, alors voilà, c'est ce que je disais, quoi. Impact de l'environnement très très faible. Hein. On émet beaucoup moins de CO2 quand on produit du lin. Il faut 13 fois moins d'eau pour produire une chemise en lin qu'une chemise en coton. On n'a pas besoin d'irrigation, au contraire du coton. On a peu d'intrants chimiques aussi. On a juste besoin de la pluie naturelle. Hein. Alors, la pluie naturelle, pour faire la progression en végétation, pour faire pousser le lin, et après la pluie naturelle pour faire le rouissage. Le rouissage du lin, c'est une fois qu'on a arraché le lin, on le laisse par terre et après on le laisse pourrir au sol pour permettre une extraction de la fibre, le teillage, ce que nous on fait, et une dissociation des fibres les unes entre elles. On voit sur ce tableau que c'est également des emplois non délocalisables. On ne va pas enlever la terre Normandie pour aller la mettre en Chine ou en Russie. Tout à fait. C'est bon? C'est bon, ouais. Donc là, c'est pareil, c'était ce que je voulais noter, ces 3 points. C'est par rapport à une chemise en coton, le lin a beaucoup moins d'impact sur l'environnement. On consomme nettement moins d'eau, parce que les précipitations, et même pendant la transformation industrielle, on utilise très peu d'eau en lin, alors qu'il utilisait beaucoup plus d'eau en le coton. On utilise beaucoup moins d'intrants, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on met sur notre culture contre les insectes, contre les maladies. On en utilise très peu parce qu'un de nos axes de la recherche variétale, donc de créer des nouvelles variétés que je choisis, c'est aussi d'avoir des variétés qui soient de plus en plus tolérantes aux maladies pour éviter d'avoir après à traiter contre ces maladies. Et puis, on utilise donc beaucoup moins de pesticides, quoi. Donc, on est la culture la plus écologique. Donc, dans cet environnement où l'écologie a et aura de plus en plus d'importance, on est convaincu que notre fibre a un avenir. Alors, un autre aspect du lin qui est pour l'instant vraiment au démarrage, c'est l'utilisation dans les composites. Alors, comme je disais,
Alors ça représente aujourd'hui, c'est très très peu en termes de volume. Par contre, en termes d'image, c'est très très bon. Le composite, c'est un alliage du lin avec des fibres de carbone ou de Kevlar qui permettent un allègement des composites en lin, un allègement des structures intérieures de tous les véhicules notamment, ce qui permet donc pour des mêmes résistances d'avoir un matériel plus léger, et on sait tous que l'ennemi du mouvement, c'est le poids. Donc ça permet d'alléger, donc on consomme moins de carburant. Alors là, il y a des exemples qui sont donnés. Si les avions avaient du lin, et ben, il y aurait on consommerait 2 millions de litres en moins. On pourrait faire 2550 vols aller-retour Paris-Pékin. On allégerait nos voitures de 60 kg en consommant. On pourrait faire 5,7 fois millions aller-retour Lille-Marseille ou consommer 460 millions de litres économisés. Enfin, je veux dire, là-dessus, on est en développement. Nous, on a une structure qui travaille là-dessus. Aujourd'hui, on vend notre mat de lin qui après est enduit avec des résines et du carbone pour faire des skis notamment. On vend notre matos, notre matière, et après il y a des skis Salomon qui sont aujourd'hui déjà sur le marché. On fait également, alors le lin est également une matière très absorbante pour la transpiration, mais également absorbante au niveau acoustique. On a également un partenariat avec l'entreprise Focal qui fabrique des enceintes, qui utilise le lin dans ses membranes pour justement avoir cet aspect absorbant du lin qui est nettement meilleur que tout ce qu'ils utilisent avec les autres matières pour faire les membranes et stéréo. Et on a encore d'autres applications. On fait ça pour faire des casques, donc on allège. Alors c'est le début. Aujourd'hui, il y a encore peu de volume. Par contre, la valorisation est très bonne. Bon, il y a des coûts de recherche qui sont aussi élevés. Mais bon, ça, avec le temps, les volumes, je pense que les volumes vont également monter dans ces marchés à haute technologie. Voilà quoi, donc le lin, on fait plein de choses avec et on est plutôt sur une fibre écologique avec des caractéristiques techniques qui s'approchent du carbone et du Kevlar. Donc, c'est quand même pas n'importe quoi en termes de résistance, légèreté. On est quasi au niveau du carbone, quoi. Par contre, on est recyclable. C'est-à-dire qu'un composite qui est fait à base de lin, lui, il est recyclable. Alors que s'il est fait qu'avec du carbone ou du Kevlar, il ne l'est pas. Donc, on a des atouts énormes. Hop. Et voilà. Alors, je vais prendre une question de Mathias Trumel. On vous écoute. Mathias. Non, Mathias est parti. Allô, allô. Ah, bon. Je vois une question là. Oui. Alors, il y a plusieurs questions. Il y a donc dans le chat, il y a une question de Chang Liomel. Quelles sont les différences entre les différentes gammes, mass market, premium, luxe, etc. Quelles sont les différences à quel niveau? Une différence de gamme, alors ça se joue au niveau du prix surtout. Ben voilà, prix et qualité quoi. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas les mêmes lins pour fabriquer une chemise qu'on vend chez H&M, Zara et une chemise qu'on vend chez Gucci. On utilise différentes qualités de fibres pour produire différentes qualités de fils et de tissus. Après, bon, la confection, une fois que le fil et tissu est fait, c'est la responsabilité des confectionneurs. Mais c'est que la matière première de base n'est pas tout à fait la même entre ce qu'on va utiliser pour faire une chemise mass market ou une chemise très haut de gamme. Ah bah justement. On utilise les meilleures qualités de fibres pour faire les meilleures qualités de fil. Je vais lui laisser la parole juste pour qu'elle précise. Je vais lui laisser la parole pour qu'elle précise sa question, si elle veut. Hop, puisqu'elle… Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est vrai, la question n'était pas très claire. Donc justement, c'est pour savoir
vu que, effectivement, comme ce que vous avez montré dans la pyramide, on voit très bien la différence de prix. Et donc, à part les éléments, les ajouteurs, les valeurs ajoutées par exemple, les mesures de marketing ou les valeurs symboliques de ces différentes gammes, justement, je voulais savoir quelles sont les différences de qualité de lin utilisées dans ces différentes gammes. Quelles sont vraiment leurs différences? Après, c'est ce que je disais. Après, il y a plusieurs choses. Donc, il y a dans un premier temps la qualité de la fibre. Quelle fibre on utilise pour faire quel fil? Plus on va utiliser une matière fine et résistante, plus on va faire une qualité de fil meilleure. Après, c'est le tissage. Donc, quelle va être la densité de fil qu'on va mettre sur 1 centimètre? Si on en met peu, le tissu ne va pas être très lourd, il ne va pas avoir beaucoup de lin, il ne va pas coûter très cher. Mais plus on densifie, plus il va avoir une meilleure tenue, plus il y aura de fil, plus il y aura de poids de lin, plus il va coûter cher. Donc ça, c'est une question de qu'est-ce qu'on utilise comme matière première au départ et quelles sont les quantités de lin qu'on met au tissage pour avoir une toile plus ou moins lourde, plus ou moins fine et plus ou moins, comment je pourrais dire, lisse. Ça, c'est l'aspect technique. Après, c'est tout ce qui est confection, où là, c'est combien de boutons on va mettre, ou de fils pour que ça tienne mieux que la chemise où il y a moins de fils. Et puis après, c'est tout ce qui est ennoblissement, c'est-à-dire comment on va faire la colorisation du vêtement ou du tissu. Ça, c'est aussi un aspect technique. Là, je ne peux pas tellement, parce que je ne suis pas spécialiste de la teinture. Après, c'est quelle quantité de teinture on va mettre, quelle qualité de teinture on va mettre pour faire les vêtements. Ça, après, c'est des savoir-faire qu'à chaque stade de la filière et que chaque stade de la filière adapte en fonction de son marché et de son marché cible. D'accord, merci. Merci. Alors, la question de Mathias Trumel, qui a eu un petit problème de micro apparemment. On parle beaucoup de relocalisation suite au Covid. L'idée d'une transformation textile du lin made in France revient-elle au goût du jour? Et est-ce économiquement viable? Alors, en effet, on entend beaucoup parler de ça. Alors, il y a quelques petites choses qui sont en train de sortir en effet. Il y a une filature de lin qui est en train de se monter dans l'Alsace. Il y a un autre projet, j'entends, dans l'Eure. C'est très très bien, c'est super, c'est bien, mais en termes de volume, on parle de peanuts, quoi. On parle de cacahuètes. C'est très bien pour l'image, c'est parfait, mais c'est juste de l'image, entre guillemets. C'est pas ça qui va nous permettre de consommer du lin, de la fibre de lin significativement. En face de ça, on a perdu des usines en Europe de l'Est il y a encore 1 an ou 2. Donc, même ces relocalisations de petites unités aujourd'hui en France, parce que c'est un peu la mode, la relocalisation, etc., ne compenseront de toute façon pas ce qu'on a perdu il y a 1 an ou 2, encore en Europe de l'Est, qui était encore en Europe. Et je crains que économiquement, ça soit très compliqué du fait de la quantité de main-d'œuvre nécessaire pour fabriquer 1 kilo de fil de lin. Et de la difficulté également à employer de la main-d'œuvre chez nous. Hein. Parce que, à part depuis le Covid, mais même avant le Covid, on avait pas mal de difficultés à recruter. Donc, quid de la main-d'œuvre? Ok, alors une autre question dans le chat. Oula, elle est remontée. Alors attendez, hop. Puisque vous avez parlé de terroir, de qualité, de made in France dans les territoires, est-ce qu'il y a des indications géographiques pour le lin? Non, on n'a pas d'IGP pour l'instant. On a un label European Flax qui est fait avec nos collègues belges et néerlandais, puisque
essentiellement cette bande-là, je vous disais, de la plaine de Caen à Amsterdam, où la culture de lin se fait. Donc, on est en train de mettre en place une origine de qualité et de traçabilité via notre organisme de promotion qui s'appelle European Flax. Comme Woolmark l'a fait avec la laine. D'accord, très bien. Alors, une question qui est assez intéressante, puisque on en parlait justement un petit peu de votre histoire, l'histoire de votre entreprise avec la Chine, qui est quand même longue, puisque vous avez plus de 20 ans d'histoire avec la Chine, d'affaires avec la Chine. Une question de Madame Aurélie Brûlé qui demande, avez-vous été soutenu, promesse de commande, retour positif par vos clients malgré la crise? Est-ce que avez-vous été soutenu par vos clients chinois, puisqu'on est là un petit peu pour parler justement de la situation? Par certains d'entre eux. Par certains d'entre eux. En effet, on a quelques clients, mais qui se comptent sur les doigts d'une main, qui nous ont soutenus et qui ont continué à nous passer des commandes pendant cette période de quasi non-activité. Ouais, on a eu quelques clients qui nous ont soutenus. Et ce sont des clients avec lesquels on travaille en quasi-exclusivité. D'accord, et depuis longtemps, j'imagine. Ils ont un peu renvoyé l'ascenseur, en effet. Oui. D'accord. OK. Alors, on va encore prendre une petite question. Par contre, il y a aussi des clients qui nous ont complètement oubliés. Oubliés, oui. Bah, c'est bon gré, mal gré, mais… Mais qui reviendront peut-être vers vous quand ça ira mieux aussi. Qui reviendront, mais… Voilà, quoi. On sait à qui on a affaire. Voilà. Alors, je vais maintenant laisser la parole à Adrien Dirkens, qui a une question en live. Oui, merci. Rebonjour. En fait, bon, au départ, la question que je voulais poser vient d'être posée, donc, mais je vais quand même compléter. Ça concernait la relocalisation, et puis j'en poserai une autre derrière. Est-ce que vous ne craignez pas quand même de nouvelles barrières douanières à l'avenir? Voilà. Est-ce que ça peut être un outil qui pourrait vous toucher, puisque vous faites de l'exportation? Est-ce que voilà, vous voyez ça émerger? Est-ce que vous voyez peut-être des concurrents qui s'y préparent? Et puis il est évident que tout ce qui est tarification douanière qui se mettrait en place nous impacterait inéluctablement. Si demain il y a 50% de taxes sur la fibre de lin, ben, ça y est, c'est fini, quoi. Le lin n'est plus… on ne vendra plus de lin parce que ça deviendra hors de prix, ou on n'en vendra que chez Gucci et chez Hermès, et ça représentera 3%. Donc, il est évident que ça nous préoccupe, mais en même temps, je me dis que si jamais ils font ça, ben, ils vont faire quoi de leurs usines? Alors, je suis d'accord, le lin, ça ne représente rien, mais on représente à peu près 0,4% du textile mondial, hein, le lin, donc c'est rien. Mais malgré tout, on est une matière première et on sait que les Chinois ont besoin de matières premières. Donc, on s'en aperçoit en Chine et en Inde, parce que nous, on est donc une matière, on est vraiment l'amont, on est une matière première. Je vous ai expliqué au tout début qu'on avait une activité de peignage qui était déjà une partie de transformation. Le tarif douanier est quasiment nul sur nos matières premières, notre fibre payée, donc notre fibre première. Par contre, il est de l'ordre de 10% déjà sur notre fibre à moitié transformée. Donc, c'est pour ça qu'on en exporte peu ou pas en Chine. Donc, bon, et je pense que les Chinois sont assez pragmatiques pour se dire, ben, OK, taxons, mais taxons ce qu'on est capable de faire chez nous. Jusqu'à preuve du contraire, le lin de qualité normande, ils ne savent pas le produire. Et Dieu sait qu'ils ont essayé. Merci beaucoup. Et si j'ai encore la parole, j'en profite pour la dernière question pour moi. Ce serait si vous aviez des conseils pour les sociétés françaises qui voudraient exporter en Chine de façon générale, et est-ce que vous avez des facteurs clés de succès et s'ils sont toujours applicables après le coronavirus? Alors, au niveau méthodologie, je pense qu'on ne peut pas appréhender le marché chinois sans une base locale.
on n'aborde pas les arcanes chinois sans avoir au moins un contact chinois sur place qui vous introduise, qui comprenne la culture, qui explique, qui vous explique, qui servent de prisme, mais un prisme positif, hein, pas un prisme de transformation de parole, mais qui transforme nos paroles en paroles qu'un Chinois peut entendre et l'inverse également. Moi, plein de fois, mon agent, il me dit, mais je vais le dire, mais je ne vais pas le dire comme ça. Ou quand il me dit quelque chose, je lui dis, mais ils ont parlé 5 minutes, tu me le traduis en 30 secondes. On ne peut pas faire du commerce en Chine sans avoir une base chinoise. Ça, pour moi, c'est la priorité. Après, le plus important, c'est d'instaurer la confiance. Je pense que alors, ça prend du temps, mais on ne fait pas du commerce avec les Chinois. Si on fait un coup, ça ne marche pas. Il faut vraiment avoir la stratégie de dire je vais bâtir ça sur le long terme. Ça va prendre du temps, c'est très long. C'est très long avant d'acquérir la confiance des Chinois. Il faut persévérer, mais il faut toujours travailler dans le sens de dire qu'est-ce que je fais pour satisfaire mon client parce qu'un jour, il me le renverra, il sera confiant, j'aurai acquis sa confiance. Et une fois que j'ai acquis sa confiance, là, on va pouvoir faire des choses. Et une fois qu'on a acquis sa confiance, il faut avoir une relation, il faut bâtir des relations, quoi. Alors, c'est des relations humaines, mais je pense qu'il faut, avec les Chinois, aller au-delà d'une simple relation professionnelle et aller un petit peu vers des relations personnelles. Je pense que les Chinois, ils aiment bien savoir comment tu vis, où tu vis, combien tu as d'enfants, quel âge ils ont, qu'est-ce qu'ils font. Ils aiment bien avoir un petit peu d'intimité et la partager. Donc, je pense qu'il faut vraiment essayer de vivre de l'intérieur ce qu'eux, ils vivent et transférer ce que nous, on vit pour fidéliser. Merci beaucoup. Très bien, merci. Alors, je vois que le temps est passé très vite, qu'il est déjà 12h30. Alors, je ne sais pas, je vois qu'il y a encore juste une petite intervention de Jean-François Le Guedes qui dit « Le lin a fait la richesse de la Bretagne, mais il n'y est quasiment plus cultivé aujourd'hui, alors que le climat est adapté à sa culture. » J'imagine que la suite, c'est pourquoi. Est-ce que vous en savez? Je pense peut-être que c'est vrai, hein, il y a eu beaucoup de lin en Bretagne, ce qui me fait d'ailleurs dire que si, par rapport à une question de vos clients, si on devait développer le lin, eh ben, on a d'autres régions où on a possibilité de développement, dont la Bretagne. Je pense qu'il y a eu des orientations à un moment donné qui se sont faites en Bretagne, où ils sont peut-être allés plus sur les cultures, je vais dire maraîchères, plus sur la production de viande de porc. Je pense qu'il y a eu, à un moment donné, il y a eu peut-être une orientation stratégique de la Bretagne vers d'autres cultures et ou d'autres productions. Après, il y a peut-être eu un autre phénomène, ça c'est moi qui pense ça, c'est que avant le négoce de paille, de lin, se faisait beaucoup via le négoce belge. Et quand il y a des crises, le négoce, il va au plus près. Et je pense qu'il y a eu des crises où les négoces de lin qui achetaient la paille en France belge pour la tailler et en Belgique, ils allaient au plus près. Et puis le plus près, c'était en Normandie. Puis peut-être que c'était un petit peu mieux en qualité. Et puis ils ont délaissé la Bretagne. Ça, c'est moi qui dis. Hein. Ça, c'est peut-être. Il faudrait vérifier ça. C'est une des raisons. Et je pense surtout que ça a été un choix stratégique au départ. Et peut-être aussi des rendements quand même un peu inférieurs à ce qu'on est capable de faire en Normandie. Et en temps de crise, si vous n'avez pas de rendement, avec des petits prix, vous ne pouvez pas survivre. Très bien, merci. Alors moi, j'avais encore une petite question à poser, si on a encore 3 minutes. En tant qu'export manager, vous travaillez avec plusieurs zones dans le monde. Donc, je voulais savoir quelle différence vous
vous constatez dans la manière de faire des affaires avec la Chine par rapport aux autres parties du monde, notamment l'Inde, les États-Unis ou l'Europe de l'Est, puisque vous travaillez beaucoup avec ces régions-là? Alors nous, nos trois principaux partenaires avec un gros pavé, évidemment, c'est la Chine, c'est l'Inde et l'Europe de l'Est. Concernant l'Europe de l'Est, bon, c'est relativement, en termes de mentalité, c'est relativement comparable à la nôtre. La seule différence, c'est que c'est très rigide. C'est-à-dire que, donc nous, on travaille avec la Biélorussie, entre autres. Si on a décidé qu'il fallait charger 20 200 kilos dans le camion, il ne faut pas en charger 20 201, parce que sinon, on ne respecte plus le plan qui a été prévu, tout ça. Donc, je dirais, par rapport à nous, la différence, c'est une certaine rigidité. Mais bon, après, au niveau contrat, tout ça, on est assez en phase. Avec l'Inde, c'est un petit peu plus compliqué dans le sens où il est très difficile de fidéliser un Indien. Ce que je veux dire, c'est que un Indien, on a des clients chinois, ce que je disais, qui nous achètent quasi en exclusivité. Ça, en Inde, ça n'existe pas. Un Indien, il va acheter à 6 ou 7 compagnies différentes parce qu'il veut 6-7 sortes de prix, il veut avoir les prix de tout le monde, il veut comparer avec tout le monde et c'est très compliqué à fidéliser. Ce qui n'est pas le cas en Chine. En Chine, quand on arrive à faire bien son travail, à montrer qu'on est une société sérieuse, qui livrons la qualité, qui faisons ce qu'on dit, qui quand on dit qu'on ne peut pas faire, on ne fait pas, enfin qui respecte ses engagements dans ce qu'on dit et dans ce qu'on dit qu'on ne peut pas faire, on arrive à fidéliser des clients jusqu'à quasiment 100%. Nous, on a des clients qui nous achètent 80, 90, 95%, pour ne pas dire 100%, de leurs besoins. Ça, c'est quasi impossible. En Inde, en tout cas, nous, on n'arrive pas à le faire. Bon, on travaille en Inde que depuis une dizaine d'années, enfin un peu plus, mais bon, l'émergence de l'Inde, c'est surtout une dizaine d'années. En Chine, on est depuis plus de 20 ans, donc peut-être qu'on peut espérer faire en Inde ce qu'on a fait un petit peu en Chine. Mais ça me paraît beaucoup plus compliqué du fait de la mentalité. Par contre, en Inde, quand on a fait un contrat, on est quasiment sûr, on est sûr qu'il va être respecté. C'est un peu moins vrai en Chine. C'est-à-dire que si le marché a changé, si les conditions d'environnement ont changé, enfin, si la vérité n'est plus la même, la notion de contrat avec un client chinois est beaucoup plus aléatoire. On va nous dire, ah ben oui, mais c'était comme ça avant, aujourd'hui c'est comme ça, donc il faut s'adapter. Donc la notion de contrat n'est pas tout à fait la même avec nos cultures à nous. Et donc ça, c'est un petit peu difficile au début quand on travaille avec eux, parce qu'on dit, bah oui, mais enfin, on a un contrat. Et puis, bon, bah, avec le temps, on commence à s'y habituer et on est un peu des fois obligé de faire évoluer les choses pour s'adapter à la culture locale. C'est un des points un petit peu différents, un des points un peu spécifiques de nos clients chinois, c'est que de temps en temps, ils oublient un petit peu qu'il y a un contrat, mais c'est culturel, quoi. C'est dans leur culture. La vérité n'étant plus la même, la vérité a changé. Il n'y a plus de raison qu'un contrat qui a 6 mois soit toujours d'actualité. L'idée, c'est l'adaptation. Voilà, l'adaptabilité. On s'adapte à la vérité du jour. D'accord. Très bien. Ben, écoutez, je voudrais pas être trop gourmande sur le temps de tout le monde, mais je voulais vous remercier, Bertrand, d'avoir pris le temps de partager avec nous votre secteur et qui est extrêmement intéressant d'ailleurs. Vraiment un plaisir et merci à vous tous aussi de nous avoir suivis pendant 1h30 sur la pause déjeuner. Donc, merci beaucoup à tous et j'espère vraiment vous retrouver pour de futurs événements, alors soit en ligne, soit en physique, en présentiel, avec un peu de chance si tout va bien. À la rentrée. Et donc, je vous souhaite à tous un très bel été, des bonnes vacances et profitez bien de ce bel été. Merci encore, Bertrand. Et, merci à vous. À bientôt. Au revoir. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. J'arrête.